Hype FM. Let's go high! Chaque samedi à midi, vous écoutez La Parenthèse, l'émission de la jeunesse arménienne sur Hype FM. Rouge, Barev, Bolorin, les amis, hello, Bari Galous. Vous écoutez La Parenthèse sur Hype FM, l'émission de la jeunesse arménienne sur le 99.5 FM. Chaque samedi à midi, vous nous retrouvez pour presque une heure de bonne ambiance, de good vibes, d'arménité, de culture, d'amitié. Voilà, on se rassemble et on parle de sujets qui nous passionnent et qu'on aime présenter. Aujourd'hui, on a de très très belles personnes avec nous. Le plateau, il est très rempli, bien rempli, tellement rempli qu'on a presque pas mis tout le monde dans le cadre. Mais voilà, chaleur humaine, on se rapproche tous et on est tous dans le cadre, ça fait plaisir. Barev, Bolorin, comment ça va tout le monde? Hello. Aujourd'hui, on a de très beaux sujets. Mais d'abord, je présente les acolytes de La Parenthèse. Avec moi, il y a Noémie, évidemment. Ça va, Noémie? Ça va très bien. Chatlav. Oui, très bien. Surtout quand on voit tout ce beau plateau. Aussi, Alexis qui est là. Hello. Salut. Alexis, je viens comme spectateur pour une fois. Toujours quand on parle d'histoire. Fais-toi plaisir, assiste. Savoure le moment, j'ai envie de dire. Oui, chroniqueur d'histoire, parce qu'en effet, aujourd'hui, on va parler de deux sujets super intéressants. Tout d'abord, la JAF est avec nous. La JAF avec la troupe Annie, notamment. Donc, on va parler de danse. Hello, Barev Almen, Barev Mélanie. Ça va? Ça va super. Super, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir invités. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Vous étiez déjà venu au tout début, je crois, de la saison. On avait parlé du groupe Catil à la Marborie, et oui. Donc ça, c'était cool. Aujourd'hui, vous parlez de la troupe de danse de votre association, de la JAF. Donc, va y avoir notamment un spectacle que vous allez tenir à l'Azimut à Châtenay-Malabry le 22 novembre. Exactement. Excellent. Donc, vous allez un peu nous parler de votre troupe, du spectacle et de ce que vous faites. Donc, avec grand plaisir. Merci à vous. Bienvenue à vous. Merci. C'est votre première fois? Merci. Oui. Tous les deux. Faites-vous plaisir, ça va bien se passer. Merci d'être là. En deuxième partie, c'est Noémie qui a une interview justement d'histoire. Oui, on accueille au studio Raphaël Vartagnan, qui est professeur d'histoire géo et doctorant en histoire contemporaine. Barev, Raphaël. Barev, Bolorin, merci beaucoup de l'invitation. Barev, Raphaël, merci d'être avec nous. Ça va être un sujet passionnant, notamment la partie aussi Wikipédia. Exactement. Oui, tu es rédacteur d'articles sur Wikipédia, donc on parlera aussi de tes travaux sur Wikipédia. En particulier sur les Arméniens, évidemment. Évidemment. C'est très stylé. Je ne sais pas si on avait accueilli quelqu'un qui rédigeait ce genre de choses, donc j'ai très envie de découvrir ça aussi. Je crois que je m'inspire de ses propres chroniques pour les miennes, donc je suis très content de rencontrer Raphaël. Tes recherches sont sur Wikipédia, de quoi? Wikipédia peut être une source fiable, comme nous l'expliquera Raphaël. Exactement. Voilà. Je suis aussi qu'un intermédiaire. Donc on a des rédacteurs de qualité. Excellent. J'aime bien voir ça, vous voyez, l'interaction. Mais bon, écoutez, pour les nouveaux venus, on va dire. Mélanie, Almen, Raphaël, c'est ta première fois aussi? C'est aussi ma première fois. Très bien, écoutez, au début d'émission, on aime bien donner une petite phrase en arménien. On appelle ça l'instant high, l'instant arménien. Et aujourd'hui, on essaiera d'en parler. Aujourd'hui, c'est Noémie qui l'a trouvé. C'est une phrase de ta grand-mère. Oui. Vas-y, dis-nous ce que c'est. Et j'aime beaucoup aussi présenter les expressions drôles en arménien, et je pense qu'il y en a pas mal. Et ma grand-mère a l'habitude de dire « Mama ispore chem sorvat ». Donc en fait, c'est pour quelque chose de précis. Par exemple, je lui demande une recette, donc j'essaye de tout bien noter avec les astuces de grand-mère, tout ça. Et elle me rassure, elle dit « Ne t'inquiète pas, tu vas apprendre,
Voilà, Oui. parce que moi, je ne l'ai pas appris dans le ventre de ma mère. Voilà. Et c'est à la fois un peu agressif, en mode, bon, apprends. Et en même temps, c'est ça tellement rassure. tendre. Voilà, je ne l'ai pas appris dans le ventre de ma mère, donc ne t'inquiète pas, tu vas réussir aussi. Moi, je trouve que ça s'inscrit super bien dans l'émission d'aujourd'hui parce que on a de l'histoire, on a de la danse. Ce sont deux sujets. Bah forcément, quand tu es dans le monde de ma mère, tu as peut-être entendu des trucs quand tu étais dedans, mais une fois que tu sors, et bah, tout ça, tu l'apprends. Et donc, ça fait partie un peu du parcours, que ce soit de l'historien ou des danseurs, j'imagine. Mais Qu'est-ce alors les auditeurs se demandent de quelle recette on parle. Noémie. On veut savoir. Allez, cite-nous tout. Allez, baklava, anouchabour, voilà, tout ce qu'on va faire là pour la fin d'année, par exemple. Nice. Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël? Est-ce que c'est aussi comme chez moi, c'est très approximatif, les ingrédients Bien sûr. les- Hatch ketchup. Merci. Le hatch ketchup, le fameux hatch ketchup. Voilà. Ah ouais, surtout le hatch ketchup, il s'improvise pas. Enfin, il faut le voir, il faut le sentir. La mesure de l'œil, si je le dis bien. En français, ça fait Vous êtes bizarre. d'accord avec ça, Mélanie? On a peut-être dansé dans le ventre de nos mamans à l'époque, c'est fort probable, en La écoutant pauvre, de la impossible, musique oui. à la JAF. Excellent. Moi, en tout cas, ma fille dansait beaucoup dans mon ventre. Je le Ah, sentais. génial! Nice! Ah, il y a Pure peut-être danseuse. non, mais il y a C'est peut-être ça. des gènes qui se transmettent déjà. Hein. C'est fort Il probable. y a un truc qui se transmet déjà. En tout cas, c'est une très très belle phrase, je trouve, qui colle bien à notre émission du jour. Bravo pour ça, Noémie. Merci. Et merci à Chouchan Tati. Oui. Gros bisous. Et ouais, oui, mais oui, c'est ce genre de phrase qu'il faut qu'on garde, qu'il faut qu'on dise nous aussi. Voilà, faut qu'on les garde avec nous pour toujours ces phrases-là. Eh ben, écoutez, sans tarder, je propose qu'on rentre dans le sujet, qu'on démarre avec vous, avec la JAF, avec Mélanie, Armen. Comme on l'a dit au début de l'émission, donc, bah, je vous présente d'abord Armen. Armen, tu es président de la JAF Île-de-France, c'est correct. Mélanie, tu es vice-présidente de la JAF ici les Moulineaux. Tout à fait. Et donc, vous êtes venus aujourd'hui pour parler de la troupe Annie, de l'ensemble de danse Annie. Ça s'inscrit d'ailleurs dans les 80 ans de la JAF, il me semble. Et justement, à ce sujet-là, au début de la saison, vous étiez déjà venus parler, vos amis étaient venus parler du groupe Katil à la Marbrerie. Vous pouvez nous faire un petit retour sur l'événement? Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? C'était extraordinaire. Oh là Franchement, là. c'était extraordinaire. Je pense qu'on est tous ressortis Yes. vraiment avec beaucoup d'émotion parce que, en fait, ils font une musique et ils ont une créativité artistique qui est magnifique. Ils reprennent du traditionnel mélangé avec un peu de modernité, mais Ouais. vraiment en restant très fidèle à la Oui. chanson, à la musique, etc. Les gars, ils sont venus, ils ont passé un super moment sur scène. Excellent. Le public a passé un super moment. Bon, on est ressorti de là avec les gens qui nous remerciaient. Et en fait, c'est nous qui les remercions Les d'être retours venus. étaient Yes, incroyables. yes, yes. Voilà, on a passé vraiment une soirée de dingue. On a chanté, on a dansé tout le long, en fait. Hein. Et, Ça, c'est beau à et c'est voir. passé super vite, quoi. C'était trop bien. Ouais, génial. Ça fait super plaisir à entendre. C'est pour ça aussi que vous êtes aujourd'hui à nouveau là pour parler encore de vos projets, de la troupe Annie cette fois-ci. Et du coup, ça s'inscrit aussi dans les 80 ans de la JAF. Cette année, en plus, de ce que j'ai compris, marque les 25 ans de la troupe Annie. Donc déjà, félicitations pour ce jalon. Ouais, je trouve ça Merci très beau beaucoup. d'avoir autant d'années de danseurs soudés qui vont jusqu'au bout ensemble. Ça me donne envie de savoir du coup, revenons un peu au début. Comment ça s'est créé cet ensemble? Racontez peut-être un peu l'histoire de sa naissance et de son évolution. L'ensemble de danse, concrètement, il existe que depuis 25 ans. Entre guillemets. L'association, elle existe depuis le 14 juillet 1945. Yes, la JAF. La JAF, elle s'est formée sur l'union des groupes de jeunesse militante arméniens et culturels à la sortie de la guerre, Ouais. entre autres parmi l'entourage de Méliné et Misak Manouchian. Oui. Et à ce moment-là, la JAF a été fondée Mhm. et elle a traversé les époques avec, en fait, sur cette période-là, un esprit beaucoup plus axé sur du culturel et du militant. Yes. Avec une collaboration artistique et culturelle avec l'Arménie soviétique, jusque dans les années 90 évidemment. Mhm. Et à partir des années 2000, il y a eu forcément un tournant important qui a dû avoir lieu avec les changements et géopolitiques et même sociaux en diaspora, Mhm. parce qu'il y a eu encore beaucoup de vagues d'immigration, il y a eu Oui, bien sûr. la première guerre d'Artsakh, etc. Mhm. Et à ce moment-là, fin des années 90, on a notre très cher Arto Bekjian qui est arrivé de Marseille
et de la JAF Marseille à Paris. Ah. Il y avait un petit groupe qui existait, qui avait la volonté de faire de la danse. Et en l'an 2000, s'est lancé officiellement l'ensemble ANI sous la direction d'Arto et qui continue encore jusqu'aujourd'hui. Excellent. Effectivement, en fait, la nous JAF porter. a toujours existé, entre guillemets, Oui, bien via sûr. nos parents, etc. Hmm. Le centre culturel était là pour apporter, et pour transmettre en tout cas aux jeunes une partie, apprendre la langue, Oui. transmettre la langue. Et puis après, au fur et à mesure, ça s'est développé avec la musique, la danse, etc. C'est ce qu'on propose encore aujourd'hui et ça se développe au fur et à mesure. On a de la chance d'avoir beaucoup de profs qui sont présents pour transmettre donc du coup la langue, la musique. Donc on propose du dohol, on propose du doudouk, du tar Du qui est tar, arrivé oui, cette absolument. année, du piano. Et Génial. vraiment, on est accompagné par des professeurs exceptionnels et Arto est là depuis maintenant 25 ans 25 ans. pour nous enseigner la danse avec Annie chez les grands et il y a Noralik aussi chez les petits le samedi. D'accord. Nous, on est issus de Noralik pour te C'est dire. Donc vous Et avez, on a vous la- évolué, vous avez fait exactement. l'évolution. Donc on a grandi ensemble et c'est une vraie famille. Et, Ouais. et voilà, on a commencé avec Noralik, nous, mais Annie existait déjà avec des grands. Et puis voilà, et puis le but, c'est de nous, maintenant, on fait partie des grands, et C'est puis ça. après, transmettre à nos plus petits au fur et à mesure. J'ai l'impression que Voilà. ça soude les générations et C'est puis incroyable. ça Ouais. transmet. Et puis on se mélange aussi du coup Oui. entre générations. On Yes. se retrouve avec parfois certains des petits avec qui on leur a donné cours. Ouais. Et ben ils se retrouvent là aujourd'hui avec nous parce qu'ils ont 15-16 ans. Ils montent dans la troupe des grands. Allez. Et à la fois pour nous, c'est une fierté de pouvoir les voir avec nous. Et pour eux, un peu comme ça l'a été pour nous à l'époque. C'est ça. Quand nous on est montés, c'était mais je me retrouvais à danser à côté de, Ouais, t'es là, de ceux que waouh. j'ai admirés jusque-là. C'est Quoi. ça. c'est ça. Et ouais, vraiment, c'est un honneur d'avoir pu passer par toutes ces étapes-là. Et je pense que tant que nos corps et nos vies le permettent, on continuera à danser, à les porter. Mais Excellent. voilà. C'est beau ça. Et d'ailleurs, vous parlez de la troupe Annie. Oui. Pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça représente pour vous, Annie? Alors, c'est une très bonne question. En fait, de ce que j'ai compris de notre dernier voyage en Arménie, Ah. c'est que c'était un nom qui était très particulier pour Arto. Et que, au-delà de la signification symbolique, Ani, capitale de l'Arménie en l'an Bien 1000, sûr. Bien sûr. je ne sais pas si vous avez eu l'occasion même d'aller à la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Il y a Mhm. le village de Haykadzor Mhm. qui a un super spot panoramique. Oui, pour Vous pouvez visualiser. Les plaines, en fait, vraiment les plaines qu'il y a en face du Dzor, Oui, 2 églises jumelles, et au loin, vous voyez les ruines d'Ani. c'est ça. C'est un endroit qui est vraiment assez extraordinaire, je trouve, pour tout Arménien qui se retrouve là-bas, Mm. parce que ça met tout un peu en Ouais. évidence devant soi. Ouais, ouais. Au-delà de toute cette symbolique-là, c'était quelque chose qui était très proche d'Arto et d'une petite explication qu'il a expliqué voilà, aux danseurs à un moment donné sur notre premier spectacle. Et puis le nom est toujours resté. Ouais. Je pense C'est devenu voilà, c'est presque usuel. On fait plus attention, mais l'ensemble Ani, quoi. Voilà. Ouais, Et ça rappelle les fondements même de C'est notre ça. histoire également. C'est Donc, ça. c'est très profond. Et ce qu'on a réussi à faire, et justement, on parle de fondements et de racines, Oui. c'était cet été en Arménie, on est allé faire une tournée de spectacles en Arménie, Oui, oui. dans 3 villes différentes, avec nos 35 danseurs, et je pense que ça a été aussi un des moments les plus intenses en termes de cohésion de notre groupe, Ouais. parce que ça nous a tous permis de nous rendre compte, en fait, pourquoi on fait ça. Oui. Ouais. Finalement, faire de la danse arménienne, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est ça, parce que vous faites la danse au sein de notre pays, vous allez dans... Comment ça ça. s'est passé? Parce que c'était une de mes questions justement, ce voyage que vous avez fait en Arménie, ça s'est passé cet été, C'est ça. c'était une tournée en Arménie, vous avez fait plusieurs villes, vous avez dansé dans plusieurs théâtres, comment ça s'est passé? En fait, pour la petite histoire, Ouais. on est parti un premier voyage, la JAF a organisé un premier voyage en 2004, où on est parti déjà faire un voyage en Arménie avec l'association et faire des stages de danse. Donc Ah. à l'école À l'école chorégraphique. à l'école d'État. chorégraphique,
c'est ça. Ouais. Et Arto nous avait regardé. Donc nous, on était encore chez les petits. On passait chez les grands un peu. Ah oui. Justement, c'était à ce moment-là. Et il nous a dit un jour, vous danserez ici. Énorme. Il a juste sorti ça comme ça. Et sans se rendre compte, en fait, que 25 ans après, bon, un petit peu moins du coup, mais de 2004 jusqu'à 2025, en fait, on construirait tout ça et tout cet ensemble-là pour pouvoir ensuite danser. Waouh. Et donc, on est arrivé à l'anniversaire des 80 ans et 25 ans à Annie, du coup. Et Armen avait quelques contacts en Arménie Ouais. et il a soumis l'idée à Arto. Et puis go, et puis on a organisé, on s'est autoproduit. Yes. Vous avez dit, allez, on se lance dedans, c'est parti. On se lance dedans. On Ça y a va. été une sacrée organisation. Ouais. Heureusement qu'on a été bien entourés. Vraiment, c'est vraiment, on a des profils, enfin voilà, vice-président, etc., Oui. président, mais on travaille ensemble et Ah on ouais. est vraiment à égalité et on se donne tous à fond et ça, c'est incroyable. La cohésion pour ce Ça a voyage-là. permis la réussite Voilà. de tout ce truc. Mais Franchement, vraiment, la cohésion, on était autour d'une table comme ça et on a organisé ce voyage-là. C'était très intense, c'était très compliqué parce que voilà, il faut avoir. C'était peut-être un peu une lancée dans l'inconnu. Vous ne savez pas vraiment où, avec qui parler L'Arménie, non, parce qu'on Ouais. connaissait, enfin beaucoup connaissaient l'Arménie Bien déjà, sûr. mais effectivement, organiser des spectacles déjà Ouais. en France, c'est de l'organisation. Bien sûr. Mais à l'étranger, À l'étranger. c'est encore autre chose. Ouais. Et donc voilà, donc, on a eu la chance d'y aller, de montrer aux Arméniens ce qu'on était capable de faire en tant que diaspora. Yes. Les retours étaient juste, enfin, je crois que j'ai pas les mots parce que là-bas c'est des professionnels et nous on arrive en tant qu'amateurs Ouais. de la diaspora, on est là, enfin on a tous un métier où on va tous à l'école à Oui, côté Oui, oui. et on fait ça par passion et on arrive là-bas et on montre aux Arméniens ce qu'on est capable de faire alors que eux sont professionnels Waouh. et 25 ans à les admirer pour que le jour où ils viennent ça. nous voir danser en spectacle, parce on qu'évidemment, a dansé devant on eux. avait invité, et particulièrement à Yerevan, on a invité les danseurs et chorégraphes des ensembles nationaux de danse, Bali Bedagan, Bali Gamutsun, Ah oui. Tatou Laltounian. C'était très important pour nous aussi Ouais. de les avoir parmi nous. Ils nous ont inspirés. Ouais. Mm. Et en fait, ce sont des gens que nous, on a cessé d'admirer à travers YouTube au fur des années, c'est vrai. Vous appreniez pas, vous essayez de faire mais pareil. vraiment. Incroyable. Mais je pense qu'on est plein à le faire comme ça et pas que chez nous, parce que vraiment, ce sont des génies de la danse. Waouh. Et les avoir parmi nous et en avoir eu qui sont venus nous dire, écoutez, on savait pas à quoi s'attendre et en fait, on n'aurait jamais deviné que des personnes en diaspora, amateurs, qui répétaient 2 fois par semaine, vous seriez capable d'avoir ce niveau-là. Mm. Et on est... Ah, ce genre de compliments, ça C'est va au cœur, quoi. extraordinaire. Mais C'est- c'était incroyable. On C'est- est sorti de là-bas. Enfin, après chaque spectacle, pardon, on avait vraiment cette émotion. On Ouais. avait tous les larmes aux yeux, beaucoup ont pleuré, mais vraiment c'est très intense et je pense que c'est inexplicable tant qu'on ne l'a pas vécu. Oui. Et vraiment faire une tournée, la chance qu'on a eue, faire une tournée en Arménie sur notre sol arménien, la danse arménienne, quand on a grandi dedans, vraiment c'était très fort. Et vraiment, voilà, Ouais, c'est une c'était émotion très bien. inédite. C'est là que tout résonne finalement. C'est Ouais. que Absolument. vous continuez, vous transmettez. Parce que la danse, finalement, c'est une tradition. Ça fait partie de notre culture, de notre âme. Et vous la transmettez, vous la présentez cette fois-ci en Arménie. Et ça, c'est extrêmement fort. Vous avez fait quelle ville, du coup? Alors, on a dansé le premier spectacle le 13 juillet au théâtre d'Ardachat. Ah, ok. C'était très particulier parce qu'en fait, c'est de là que tout est parti un petit peu. Ouais. En fait, il y a donc une dame qui s'appelle Narine Matevosian, Oui. qui est adjointe au maire à la ville d'Ardachat Mm. et qui est très investie dans le jumelage avec la ville de Clamart. Mm. Et en fait, Narine, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Déjà, il y a plus de 10 ans, en allant avec le jumelage de Clamart en Arménie. Et puis, les autres fois, avec certains projets de la JAF d'ailleurs, on avait fait un dîner de bienfaisance pour reverser des fonds à des familles réfugiées d'Artsakh et dans des difficultés sociales et sanitaires d'Alatsk, d'Ardachat. Mhm. Et donc, on est toujours resté en contact. Et puis, elle passe à Paris avec un groupe de jeunes d'Ardachat qu'on a accueillis aussi, des jeunes musiciens très talentueux.
Et elle me dit, mais Armen, pourquoi vous venez pas danser en Arménie? Je dis, mais Naline, c'est une excellente question. Pourquoi ne venez pas? Et à partir de là, je lui dis, écoute, c'est pari pris, on s'organise. Moi, je vois avec les miens comment on peut mettre ça en place et si on peut mettre ça en place. Et puis, je te tiens au courant. Et puis voilà, à partir de là, petit à petit, pierre par pierre, on y est arrivé. Et puis, 1 an plus tard, quand même, parce que ça, voilà, c'est un travail de longue haleine. 1 an plus tard, on s'est retrouvés en Arménie, et donc le premier spectacle au théâtre d'Ardachat. Et ensuite, on a fait Gyumri, et ensuite le dernier spectacle Baronian de à Yerevan. Yerevan, théâtre Baronian. Donc c'est quand même des beaux théâtres. Ardachat, Gyumri sont des théâtres nationaux d'État. Baronian, théâtre légendaire d'art et de culture de la ville de Yerevan, qui est juste à côté de la place de la République. Donc voilà. Et on a eu la chance, encore une fois, d'être très bien entouré par des personnes comme Naline, par des personnes comme Lilith Ovanessian, d'ailleurs, qui est passée nous voir il y a quelques jours. Et en fait, Lilith Ovanessian, je vais préciser, pas la chanteuse. Ouais. ce serait une belle coïncidence. Non, c'est une personne qui s'occupe de City of Heroes. C'est la cité pour les jeunes blessés de guerre, où ils ont installé beaucoup d'infrastructures pour leur permettre, que ce soit sur du travail moteur ou psychologique, d'avancer dans leur vie. Génial. On a eu la chance de visiter d'ailleurs durant notre voyage, parce que c'était un voyage de danse, mais c'était aussi un voyage culturel. Donc vraiment, on a eu la chance de voir énormément de lieux, de monuments, etc. Donc vraiment, il y avait une semaine qui était consacrée au voyage et une semaine qui était consacrée à la tournée. C'est ça. Donc, durant cette première semaine, on a eu la chance effectivement de voir cette cité, les infrastructures qui continuent d'ailleurs à évoluer, etc. Et ils font un travail absolument formidable. Incroyable. Et donc, ça nous a tenu à cœur aussi de reverser les bénéfices de notre spectacle de Yerevan à l'association. C'est formidable. Pour vraiment donner du sens. Et je veux dire, pas seulement venir et faire des spectacles et faire plaisir à nos jeunes, mais qu'il y ait encore une vraie symbolique derrière. Donc voilà. Vous êtes parti avec passion, vous avez mis le pied sur nos terres, et finalement, d'autres choses se sont créées. Finalement, Exactement. On peut pas juste... ce n'était pas simplement vous qui donniez un spectacle, ça va au-delà finalement dans ce genre de voyage. C'est la magie de l'Arménie aussi. Yes. Et le but, c'était de transmettre aux jeunes aussi, parce que nous, on sait, plus ou moins, mais les plus jeunes qui ont 18, 17, 20 ans, c'est important de leur transmettre aussi. Et c'est ça qu'on aime à la JAF, c'est transmettre aux plus jeunes. Donc, on sent que de la danse, quoi. On sent votre passion là-dedans. C'est important. Parlez-nous alors du coup de ce qui arrive maintenant. Ce qui va arriver, c'est le 22 novembre à l'Azimut, à Châtenay-Malabry. Vous allez vous produire sur scène avec un spectacle intitulé Promesse. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant et nous raconter par la danse? Alors, dans la continuité de nos spectacles en Arménie, du concert de Gatil, l'année 2025, c'est un peu une année de célébration. Oui. Et dans ce cadre-là, c'était important pour nous de pouvoir faire et proposer sur Paris, chez nous, quoi, une date et une représentation pour pouvoir marquer le coup et présenter ce spectacle. Alors, avec qui on a eu l'honneur de travailler avec des grands chorégraphes sur ce spectacle-là. Promesses, pourquoi? C'est des promesses pour les jeunes, des promesses pour l'avenir. Les promesses, on ne les fait pas pour le passé. Et ça s'inscrit vachement quand même dans tout ce que nous, on essaye de faire à travers nos activités associatives. Donc voilà, Châtenay-Malabry pour ce coup-ci. Et puis, je sais pas, Mélanie... On a eu de la chance, en fait, d'avoir... alors, on est allé faire des stages de danse en Arménie, mais on a reçu aussi des chorégraphes en France. Comme Vanouch Kharaminian à l'époque. On a eu Félix et Teresa. On a eu dernièrement en fait Paylak Sarkisian qui nous a quittés entre-temps, mais en fait Promesse vient de lui. Il est venu en France, il est venu à la JAF et il nous a transmis en fait son savoir-faire, et ce spectacle-là vient de ce grand chorégraphe. Et il nous a transmis tout ça pendant 2 stages, il me semble. C'était 2 stages en 2018 et 2019. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Voilà aussi, c'est pour lui rendre hommage. Oui. Donc il était en collaboration avec Arto, bien sûr, chez Mhm. nous, mais, Ouais. mais c'est aussi pour lui rendre hommage et rendre hommage à son art. Mm. Et voilà, Promesse, ça vient de là aussi, de ce grand chorégraphe, Paylak Sarkissian. C'était un peu sa promesse avant de partir, c'était de, Peut-être. c'était de transmettre C'est un peu également ça, son- en fait. Il était venu travailler avec les quelques danseurs de l'époque dans les années 80 à la JAF. Ah oui, En quand même, 87, si je me trompe pas. ça fait un Et, petit historique. et ça l'avait beaucoup marqué. Mm. Et du coup, quand avec Arto, on a eu la volonté de proposer quelque chose de nouveau, Mm. et ben voilà. Il est venu, il a accepté avec plaisir. On a passé des moments incroyables. Mhm. Je pense qu'on a beaucoup appris sur nous et sur notre manière de danser. Ouais. Il a un style qui est très différent en plus des autres ensembles, et Mhm. ça se voit dans les chorégraphies que lui crée. Mm. Donc lui, il a dirigé le Yelki Bari Tatulal Tunian. Mhm. Et en fait, il met vraiment il met un aspect très différent de Vanouche et d'Azad Ralibian. Et donc on a pu proposer et montrer ce travail-là aussi au public, donc pas qu'en France et du coup en Arménie aussi. Mm. C'est très Et intense. voilà. Ok. C'est très très C'est intense. très intense. Donc Et on pourra s'attendre à des beaux spectacles. Vous êtes beaucoup sur scène? bah, plus d'une trentaine. Ah oui. Ah ouais, je crois. Ouais, Plus d'une trentaine au pense. final. ouais. Donc, Magnifique, ça c'est beau. carrément. Ouais, on Garçon-fille, section adulte, du coup Annie. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce que, par exemple, si quelqu'un se sent l'âme d'un danseur et il se dit, allez, moi je veux aussi ressembler à ces personnes sur scène, à Armen, à Mélanie, je veux faire comme eux. Est-ce qu'on a la possibilité de vous contacter pour... Bien sûr, c'est yes. ouvert. Franchement, c'est ouvert à tout le monde. On fait bien attention à pouvoir faire travailler les personnes. En fait, même si par exemple on prend un filage de spectacle, Ouais. eh ben, on va quand même s'atteler justement à montrer les pas quand on est sur des moments de pause, faire travailler. Le but, c'est de faire évoluer tout le monde ensemble. On en Oui. a encore aujourd'hui. Oui. Hein. On a, depuis la rentrée, il y a des nouveaux Oui. arrivants, Ah. des Tous Noraliques, âges, de tout niveau. hein. Noraliques qui sont montés chez Annie. Donc, Ouais. du coup, voilà, encore une fois, c'est transmettre. Donc, Ouais. que ce soit des enfants ou des adultes qui arrivent en cours de route, entre guillemets, bah, le but, c'est d'enseigner la danse. Donc, nous, on n'est pas chorégraphe, mais on apprend, on essaye de transmettre ce qu'on sait déjà. Et, Ouais. On nous a appris comme ça. Et Oh, voilà, et c'est ça. et on continue on de a la appris des même façon. grands et du C'est coup, et puis des anciens. Donc, nous, on se considère anciens, hein, je crois. Maintenant, oui. Et des Ah, grands. Donc, c'est du comme coup, ça. le but, c'est de transmettre après. Donc, voilà. C'est Ouais, très ouais. intense. Les répétitions sont très intenses. Oui. Mais effectivement, on essaye de faire notre maximum pour transmettre. Donc Voilà. oui, vous êtes les bienvenus. Trop bien. Si tu veux danser avec. Bah, écoutez, j'ai pas fait de danse dans ma vie. Noémie, t'en as fait, par exemple, quand t'étais plus petite. Oui, moi Mais- j'étais dans la troupe Yelaz. Ok. Et c'est vrai que c'est merveilleux de danser et surtout la danse arménienne, c'est quelque chose. C'est ça, en fait. J'ai jamais fait de danse, mais j'ai participé à quelques leçons, notamment avec Noémie. Et il se passe quelque chose. Quand on est tous réunis et qu'on fait tous le même pas et qu'on suit ce rythme et qu'on fait ça ensemble, il y a un truc qui te prend. C'est très, très fort. Une Ouais. énergie C'est particulière. vraiment très fort. Et je comprends pourquoi vous êtes aussi passionné quand vous parlez. Vraiment, ça monte, quoi. C'est magnifique. Vraiment. Ah ouais. Alors, il est modeste, hein, Ike, mais c'est un grand danseur. On l'a vu à son mariage. Grand Nous, on danseur. n'était pas invités. Malheureusement, je ne vous connaissais pas à l'époque. Je suis désolé. Bon, pourquoi pas se marier encore? Deuxième partie. Deuxième partie. Non, mais en tout cas, ça donne très très envie de venir vous voir, de voir votre passion sur scène et de venir voir du coup Promesse le 22 novembre. En tout cas, est-ce qu'on peut encore acheter des billets? Où est-ce qu'on peut les acheter? Dites-nous un peu les infos pratiques. Bien sûr. Alors, vous avez les numéros de téléphone de contact sur les affiches qu'on publie et vous avez sur... Ah oui, il y a une petite affiche. On a vu une petite affiche. Alors, pour, et vous avez On Ah, a sur un nos compte réseaux. Eloasso, Ouais. donc du coup qui est disponible en bio sur nos réseaux sociaux. Yes, on Peut-être que tu- affiche l'affiche aujourd'hui en physique. Voilà, pour ceux qui croisent notre... On a mis un peu nos affiches un peu partout, donc vous pouvez scanner le QR code Eloasso. Vous avez le numéro de téléphone d'Hélène qui va vous accueillir avec plaisir au 06 72 03 41 30. Et vous avez nos réseaux sociaux aussi. Vous pouvez vous connecter sur JAF Paris. Sur Instagram, vous avez JAF Paris et Annie ensemble. Donc on a 2 comptes. On a TikTok aussi, JAF Paris. Donc vraiment, on est assez disponible.
à la com. Il y a un travail incroyable qui est fait. C'est un travail de toute haleine. Nina, si tu nous écoutes, le travail est incroyable. Merci, Nina. Mais vraiment, voilà, et puis, si vous voulez nous contacter via les réseaux, via Hello Asso ou par le numéro de téléphone que je vous ai cité avant, avec plaisir, on vous répondra. Génial. Voilà. Eh bien, il ne reste plus qu'à appeler et puis de contacter sur les réseaux pour votre promesse, pour vos promesses du 22 novembre. Le Avec grand spectacle. plaisir. Merci. Écoutez, avec grand plaisir. C'était vraiment un plaisir de discuter de ce sujet avec vous. Merci à vous, bravo à toute l'équipe, j'ai envie de dire, à la JAF et puis aux danseurs de la troupe Annie. Et puis longue vie à la danse arménienne. Merci. Et puis on Merci espère, beaucoup. n'hésitez surtout pas si vous avez d'autres choses qui viendront un jour, de repasser chez nous, de représenter vos activités à la JAF. D'ailleurs, Sévan, notre contact avec qui je discutais pas mal, qui fait partie de l'événementiel, Sévan. oui, Sévan. Qui a organisé avec Nanor Katil, et c'est un événement très dur à organiser. Et vraiment, bravo à l'événementiel. Il est en régie, il suit en live. Voilà, mais c'est ça. aujourd'hui, il n'est pas ici, mais peut-être la prochaine fois. La troisième, c'est la bonne. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci à beaucoup. IPFM, en Merci tout à cas. vous. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, je propose qu'on marque une petite pause musicale. On aime bien faire ça. Avant de switcher, du coup, après la danse sur l'histoire, avec Raphaël, Noémie et Alexis aussi. Ah oui, n'hésite pas à intervenir. Je vous propose une chanson que toi, tu as choisie, Noémie. C'est Projet LA. Et ça s'appelle Velada. Velada. Let's go. Vera Darts de Project LA. Très belle chanson, choisie par toi, Noémie. Merci beaucoup pour cette découverte. Groupe que tu adores. Oui. Notamment Golsudjan. Eh bien, la place est à vous, la place est à l'histoire et à Wikipédia. Oui. Dis-nous tout. Merci Raphaël d'être ici au studio. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc tu es professeur d'histoire et doctorant en histoire contemporaine. Alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton parcours. Pourquoi tu as choisi l'histoire, par exemple ?
Oh, c'est une bonne question. C'est un sujet qui m'intéresse depuis, je dirais, mes années scolaires. Et puis, j'ai continué après mon bac en classe préparatoire à être beaucoup intéressé par l'histoire. Et puis après, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire des études en histoire. Donc, je suis allé à la Sorbonne, à Paris 4 Sorbonne, pour faire un master. Voilà. Et tu peux nous parler un peu de ta thèse, du coup, que tu es en train de rédiger actuellement? Alors oui, j'ai commencé une thèse il y a maintenant 1 an, donc c'était fin 2024, je me suis inscrit. Donc je suis inscrit sous la direction de Dominar Kevonian, qui est professeur d'université à Caen. Et je suis en codirection avec un historien de Nanterre qui s'appelle Gilles Ferragu. Et donc ma thèse s'intéresse à la Légion d'Orient, donc, qui après a été plus connue sous le nom de Légion arménienne, et qui a pu combattre à la fin de la Première Guerre mondiale, et qui après a été utilisée par les Français pour occuper la Cilicie, donc Gilga, et qui a été dissoute en 1920. Voilà, donc j'avais en fait consacré mon mémoire de Master 2 à ce sujet-là, mais vu que c'était un mémoire d'1 an, je me suis arrêté à je dirais, la guerre, donc 1916-1918, alors qu'en fait, il y a de quoi dire jusqu'en 1920. Et puis, je m'étais aussi intéressé que des sources françaises. L'intérêt d'être en France quand même, et vu que c'était une unité qui était sous commandement français, c'est qu'il y a des archives qui étaient disponibles en grand nombre en France. Maintenant, le but, c'est aussi d'aller un peu plus loin, d'aller voir les archives arméniennes, pourquoi pas les archives américaines, parce que beaucoup de ces volontaires, ces Gamavor, venaient des États-Unis, et donc d'aller un peu, je dirais, augmenter le spectre de toutes les sources que je vais utiliser pour rédiger cette thèse-là. Voilà. Très bien, bon courage. Merci beaucoup. Comment ça se passe? Comment tu as pu aussi introduire cette partie arménienne dans l'histoire? Est-ce que tu t'es spécialisé aussi dans l'histoire de l'Arménie, par exemple, ou comment tu as fait pour orienter ta thèse aussi C'est des intérêts tout à fait personnels. Étant moi-même d'origine arménienne, j'ai pas d'ancêtre, je dirais, dans la Légion, mais bon, j'aimais bien l'histoire militaire, et donc je me suis dit pourquoi pas. Tu choisis ton sujet. On choisit un peu le sujet. Après, évidemment, ceux qui nous encadrent sont, je dirais, là pour nous dire, bon, ça, c'est un sujet qui a déjà été fait, donc peut-être aller ailleurs. Moi, on m'a orienté là, et du coup, je suis tout à fait content de l'orientation de mon sujet. Tu dirais que c'est facile de pouvoir choisir un sujet sur l'Arménie dans les thèses d'histoire? C'est quelque chose qui t'a semblé simple, finalement? Je ne sais pas trop vous dire, j'avoue, je me suis pas trop. Alors, il y a quelques historiens en France d'origine arménienne, Raymond Kevorkian, Claire Moradian, il y a eu Anaïk Termination, puis sa fille Taline, il y a Zovinar, évidemment, ma directrice. Alors, il y a je dirais, un vivier d'historiens franco-arméniens qui se sont intéressés à pas mal de sujets, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, même si évidemment c'est l'histoire contemporaine qui est un peu plus représentée parce qu'il y a plus d'archives. Et puis l'histoire du génocide a beaucoup pris, je dirais, les efforts de mes collègues. Mais bon, après, voilà, moi j'avais un sujet, on m'a autorisé à faire ce sujet, donc je pourrais pas te donner plus de réponses sur. Alors les sujets sont aussi tributaires des sources disponibles en France à proximité directe. Tout n'est pas disponible en ligne, forcément, donc il faut aller en archives et il faut que les fonds soient ouverts. En France, on peut pas faire des allers-retours permanents. Pour aller consulter des archives. Enfin, c'est envisageable, mais ça a un coût aussi, donc il y a une question logistique. C'est un coût de temps surtout. La plupart des archives en France, on a de la chance, sont ouvertes. Il y a pas... En plus, là, on parle notamment pour les miens d'événements qui ont eu lieu il y a maintenant 110 ans, donc les archives sont ouvertes, il n'y a pas aucun souci d'accès. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Tu as aussi donc, participé récemment à un séminaire qui est porté sur la mémoire de la Shoah. Et tu as donné une conférence, c'est bien ça sur... Alors, oui, en fait, je dirais c'est plutôt une table ronde. Donc, j'étais invité aux côtés de Claire Moradian et de Jean Cordel. Alors, Jean Cordel, je ne pense pas que c'est un nom qui vous dise quelque chose, mais c'est un monsieur qui était descendant d'un de ceux qui a sauvé les Arméniens au Moussadag. D'accord. Voilà. Et donc, je crois que c'est son grand-oncle, avait pris plein de photos. Et Madame Moradian et Monsieur Kevorkian l'ont convaincu de publier un livre sur cette mémoire familiale. Et donc, il a réussi à faire, là, ça fait 2 semaines qu'il est sorti, le livre, 3 semaines. Et donc, le Mémoire et le Shoah de Drancy l'a invité pour parler de ça. Et donc, ils ont invité Madame Moradian pour faire du contexte historique, parce que, évidemment, c'est un peu notre grande historienne en France. Et puis moi, du coup, en fait, la Légion d'Orient, elle vient de ces Arméniens du Moussadag. C'est en gros ces 4000 Arméniens qui ont résisté à l'été 1915, qui après ont été sauvés par la marine française et qui ont été emmenés en septembre à Port Saïd.
Bon, bah, parmi ces 4000 Arméniens, il y en avait à peu près 500 hommes, parmi ceux qui ont combattu pendant ces 2 mois, voulu repartir au combat. Et donc, dans ce camp de réfugiés, la France a fini par leur offrir cette possibilité-là en créant la Légion d'Orient. Donc, c'est ça le noyau dur, originel de cette légion, c'est la résistance héroïque du Moussadak. Voilà. Donc, en gros, j'étais là pour dire qu'est-ce qu'ils sont devenus après et quelles étaient leur destinée, quelle était leur destinée sous la France combattante. Très bien. Et donc, tu es aussi contributeur bénévole sur Wikipédia depuis 2015. Tout à fait. Tu as publié pas mal d'articles Un certain nombre. et 5 articles labellisés. Tu nous diras un petit peu après en quoi cela consiste, dont ceux sur Misak Manoukian, par exemple. Oui. Donc, comment tu t'y prends pour rédiger un article sur Wikipédia Raconte-nous un petit peu. Alors, comme je dirais, c'est pas très compliqué, en fait, ça demande beaucoup de temps, mais ce qu'il faut avoir sous la main, c'est des livres, quoi. Il faut avoir des livres. Moi, j'ai la chance, depuis petit, d'avoir une bibliothèque familiale assez remplie de livres d'histoire, notamment. J'en ai acheté, évidemment, moi aussi. J'ai même pu être financé en partie par Wikipédia, qui m'a permis l'achat de livres pour ces projets. Donc, ils m'ont permis d'en acheter une bonne dizaine. Et puis voilà, quoi, il faut les lire. Et puis, moi, j'aime bien faire des biographies, même si je me lis pas qu'à ça. Et donc, dans des livres, des fois, il y a rarement des biographies centrées sur des personnages. Bon, pour Misak Manouchian, il y en a eu, parce que forcément, il s'est fait panthéoniser, donc ça a été une opportunité éditoriale de sortir des livres à ce moment-là. Donc, il y en a eu un certain nombre qui sont sortis à ce moment-là, notamment avec les travaux de Astrid Gatamian, qui avait fait sa thèse sur les communistes arméniens. Et donc, je l'ai pu acheter ces bouquins, notamment grâce à ce financement. Et puis après, on lit, et puis on prend du temps les soirs ou les vacances à écrire, quoi. Voilà, je me pose une question quand même. Wikipédia, qu'on rappelle le fonctionnement. Oui. Chacun peut contribuer sur des articles sur Wikipédia. Chacun. C'est open source, c'est open ouvert. source, Chacun peut mettre des infos. Oui. D'accord. N'importe qui. Ça soulève bien sûr des bons points et des mauvais points potentiels. Bien sûr. Ça fait peut-être partie de tes questions. Oui, mais... aussi, je t'en prie. Non, mais est-ce que tu surveilles également la véracité de certains articles qui pourraient être faussés Ça m'arrive. Alors, c'est pas, je dirais, le cœur de mon travail, parce que finalement, aujourd'hui, sur Wikipédia, il n'y a pas tant de contributeurs. Il y a, je crois, peut-être 10-15 000 contributeurs en France sur quasiment 70 millions d'habitants. Bien sûr. C'est pas grand-chose. Et puis, moi, je suis plutôt, je dirais, sur le versant des pages arméniennes. Donc, je suis pas tout seul, mais je suis quasiment tout seul sur le créneau. On n'est pas très nombreux à écrire sur les Arméniens. Donc, il y en a eu, notamment au début de l'encyclopédie qui est née dans les années 2000. Et puis après, évidemment, vu que c'est des bénévoles, la vie fait que des fois, on n'a plus envie, on n'a plus le temps. Non, mais bien sûr. Voilà, donc j'ai pris un peu le relais de ces premiers contributeurs qui ont créé des centaines de pages sur les Arméniens, parce qu'il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a plusieurs milliers de pages rattachées au portail Arménie. Et donc voilà, moi j'ai quelques sujets, notamment les sujets plus contemporains, sur tout ce qui est l'Arménie médiévale, par exemple. Je concède que je ne suis pas très expert. Mais on a d'autres experts. Voilà, par exemple. Mais moi je ne suis pas médiéviste, donc je suis pas Personne n'est parfait. Mais alors sans être forcément faussé, pour les pages Wikipédia, souvent... comme chacun contribue, avec les livres à la maison, c'est souvent une historiographie qui est assez datée. Souvent, oui. Et donc ça, c'est un défi, je suppose, qui est assez important de réactualiser. Mettre à jour, surtout pour l'histoire arménienne, on a beaucoup d'ouvrages qui datent des années 80, 90. Oui, même plus anciens des fois. Plus anciens. Tout à fait. Mais bon, il y en a quand même tous les ans qui sortent un peu, alors, vu que... On a un certain nombre d'historiens qui publient en français sur les questions arméniennes. Bon, ça se renouvelle. Après, c'est pas très pléthorique comme production. Mais voilà, donc il y a de quoi renouveler. Et il y a des choses anciennes qui sont tout à fait correctes aussi. Que pour l'histoire de la Cilicie arménienne, on est dans une historiographie vraiment des années 70. Même si on peut remonter plus loin, les années 40 avec même 30, de René Grousset. Je pensais à, voilà, tout à fait, avec les rééditions qui sont citées. Mais ça fuse. Mélanie, ça te faisait réagir, je crois. Oui, j'ai une question. Non pas que je remette en question ce que tu écris toi, attention, mais est-ce que Wikipédia vérifie les données qu'on inscrit ? Wikipédia, ça n'existe pas en fait. Wikipédia, ça repose sur des gens qui sont des bénévoles. Okay. Donc en fait, il y a une espèce d'autorégulation. Mais en fait, ça dépend du nombre de gens qui sont sur Wikipédia sur certains sujets. Moi, par exemple, je suis un peu tout seul, donc du coup, potentiellement, on pourrait écrire n'importe quoi sur les Arméniens et ça pourrait passer et rester en ligne pendant longtemps. C'est pour ça que je pose la question. Bon,
En fait, finalement, il n'y a pas grand-chose. La plupart des gens en fait, qui écrivent sont de bonne volonté, sont essaient d'être honnêtes sur ce qu'ils écrivent. Ils n'essaient pas forcément de faire passer des messages idéologiques. On a sur certaines pages potentiellement des fois des propagandistes négationnistes turcs, je pense, qui essayent de faire passer leur message, notamment sur les pages liées à l'Artsakh. Donc j'ai essayé un peu, moi, de limiter les dégâts, mais bon, forcément, vu que l'Artsakh est repassé sous contrôle azerbaïdjanais, ça devient plus compliqué maintenant pour notamment garder certains toponymes arméniens. Bon, bah là, je dirais sur la Wikipédia monde, c'est l'usage qui va faire que c'est des toponymes qui restent. Donc ça va être de plus en plus des toponymes azerbaïdjanais qui vont être préférés aux toponymes arméniens, parce que forcément, les Arméniens ont été chassés. Et puis, non, c'est juste que, en fait, globalement, déjà, ils sont pas, je sais pas, en vrai, j'ai pas les chiffres, mais globalement, vu que maintenant c'était des territoires qui sont sous contrôle azerbaïdjanais, ça devient de moins en moins possible de dire bah non, maintenant Chouchi c'est Chouchi et pas Choucha. Bon, après, sur les pages Wikipédia, on laisse les deux noms en général, mais souvent il y en a un qui prend le pas sur l'autre. Quand c'était sous contrôle arménien, bah c'était les noms arméniens, et puis maintenant que c'est sous contrôle azerbaïdjanais. Alors comment on gagne une bataille éditoriale comme ça? Tout à fait. C'est très compliqué, et le fait est que après on peut nous aussi nous accuser d'avoir des biais idéologiques, voilà, donc voilà, c'est très compliqué, voilà, donc bon, après elle se gère comment, cette bataille éditoriale? sur les pages de discussion, est-ce qu'il y a un arbitre à un moment? Il n'y a pas d'arbitre, il y a des administrateurs qui à un moment donné voient qu'il y a des guerres d'édition sur certaines pages et qui disent bon, ça suffit maintenant, est-ce qu'on n'arrive pas à, je dirais, un dernier point, un consensus, exactement. Et bon, bah, des fois il est, je dirais, sur le côté de la vérité historique, des fois il est sur la situation actuelle à l'instant T qui est en 2025, quoi. Donc c'est des vraies questions qui se posent, oui. C'est très très intéressant. Il soulève beaucoup de choses, quoi, et ça nous fait réagir. Parce que pour nous c'est un peu flou en fait, Wikipédia. Après, on nous a dit que c'était pas très fiable. Moi, à l'école, je me rappelle. Moi, j'étais à l'école dans les années 2000-2010. Effectivement, à l'époque, c'était pas aussi fiable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, 15 ans après, c'est reconnu. Moi, je suis prof d'histoire géo. Je dis à mes élèves, allez sur Wikipédia. Bon, maintenant, évidemment, ils n'ont plus le réflexe Wikipédia. Ils ont plutôt le réflexe ChatGPT. Mais qui utilisent Wikipédia. Oui, en partie, c'est vrai. Mais ils sont plus au courant, les élèves. Wikipédia, ils connaissent ça de nom, j'imagine. Mais de moins en moins, ils vont aller ouvrir les pages Wikipédia, qui des fois, en plus, sont longues et un petit peu, je dirais, aride à lire. Donc voilà, quoi. Moi, j'adorais l'époque où tu cliquais sur les liens et après tu finissais en partant de l'Arménie, tu finissais il y a un jeu sur les engrenages, je sais pas. par lien, ouais. Par lien. C'est rigolo. C'est excellent. Non, mais ouais. Comment ça se fait que du coup qu'un article soit labellisé, et c'est quoi les avantages Alors c'est vrai que sur Wikipédia, en fait, la plupart des pages ne sont pas labellisées. Un label, c'est en gros une certification que c'est un bon article. Donc il y a deux labels sur Wikipédia. Il y a le label bon article et le label article de qualité. Donc généralement, quand vous allez sur une page, vous pouvez les voir. Il y a une petite soit étoile argentée, soit une étoile dorée tout en haut, qui montre cette valeur. Et en fait, comment ça se passe? C'est via des votes. Donc en gros, il y a un certain nombre de critères à remplir. Et après, on soumet l'article à la communauté qui va prendre le temps de lire. Des fois, ils ne prennent pas le temps, mais des fois, il y a des bénévoles qui disent « Ok, je vais aller voir », parce qu'il y a une liste de tous les articles en cours de labellisation. Et on va voir, et après, il y a des gens qui votent. Je crois que pour les bons articles, il faut 5 votes, et pour les articles de qualité, il en faut 8. Et ça dure entre plusieurs semaines et un mois pour que tout le monde ait le temps de voir si c'est bien, s'il n'y a pas des choses à reprendre, etc. C'est les membres actifs de Wikipédia qui votent. C'est ça. Moi, je m'est arrivé de voter, par exemple, sur des articles que je n'avais pas écrits. Voilà, pour avoir un avis externe, impartial, sur des sujets qui... voilà. Mais je trouve quand même que le concept de Wikipédia, c'est quand même quelque chose qui semble comme une démocratie. C'est quelque chose où pour moi, chacun contribue et en même temps, on vote des choses. Et puis, s'il y a des choses qui sont pas bonnes, fausses, on réfléchit dessus pour les améliorer. C'est l'esprit et... il y a plein de défauts, mais je trouve que c'est un des trucs les plus grands que l'Internet ait jamais construit. C'est ça. C'est une des meilleures réalisations de l'Internet 1.0. D'ailleurs, ça s'appelle pas l'encyclopédie libre. Si, tout à fait. C'est comme ça qu'elle est dénommée sur le site. Oui. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'écrire sur des personnalités arméniennes ou sur Wikipédia, par exemple? Ça vient, je dirais, d'une frustration à l'époque. C'est-à-dire que quand j'avais fini mon master, donc en 2017, après j'ai passé les concours de l'enseignement, j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé ma carrière. Donc, le doctorat, vous avez vu, c'est finalement pas 10 ans, mais plusieurs années après mon master. Et donc je m'ennuyais un peu, j'avoue, de la recherche, ça me manquait.
Et puis donc j'ai commencé, notamment mes premières pages Wikipédia, c'était celle sur l'école Tobruk-Sacer, où j'ai été élève. Et en fait, je me disais, mais elle existe depuis tellement longtemps, elle a été fondée à Constantinople, il n'y a rien. En fait, finalement, sur l'histoire, on n'a pas grand-chose. Donc je me suis dit, est-ce qu'on n'écrirait pas son article? Et donc je suis allé, j'ai un peu écumé tout ce que je peux trouver sur Internet, notamment sur le site de la BNF, donc Gallica, qui a beaucoup de presse ancienne numérisée. Et donc j'ai pu voir notamment les traces de l'installation à Marseille, puis au Rincy, en région parisienne. Et donc j'ai commencé par ça. Et puis je me suis trouvé, j'ai adoré en fait. C'était trop bien d'aller fouiller, d'aller enquêter sur tout un tas de sujets. Et puis après j'ai continué sur d'autres thématiques. Des poètes par exemple, des écrivains? Oui, beaucoup. Bon là ça tient d'un ouvrage que j'avais dans la bibliothèque familiale. C'était l'ouvrage de Krikor Beldian, donc grand écrivain en arménien occidental, un des rares qui nous reste aujourd'hui. Donc lui, il est d'origine, il vient du Liban. Et en fait, il avait consacré sa thèse aux écrivains arméniens du XXe siècle, notamment les écrivains arméniens en France. Donc il a publié un ouvrage issu de cette thèse en 2001, donc qui s'appelle 50 ans de littérature arménienne, et qui est une bible absolue sur tout ce que les Arméniens ont pu produire à cette époque-là. Notamment tous ceux qui ont fui le génocide et qui sont arrivés dans les années 20 en France et qui ont continué, notamment à Paris, mais pas que, à avoir une vie culturelle et littéraire très très fournie, en publiant un nombre incalculable de journaux et de revues littéraires. Voilà, quoi. Donc j'avais ce bouquin-là et il parlait de tous ces journaux, tous ces écrivains, et je me suis dit, pour chacun, je vais en faire une petite fiche Wikipédia. Et puis ça m'a bien occupé, c'était vraiment très très sympa. En tout cas, bravo pour ta contribution. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir que tu écris des articles donc, en lien avec les Arméniens, parce que comme tu disais, il n'y en a malheureusement pas beaucoup qui Finalement, écrivent. vous n'avez pas si nombreux que ça, mais en tout cas, c'est vraiment admirable ce genre de travail. Finalement, le fil conducteur de l'émission, c'est transmission. Exactement. Si on fait le lien avec la première chronique. J'ai presque envie de dire, qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura une section Wikipédia à la JAF, je ne sais pas. Mais Tu es le bienvenu. il y a un article sur la JAF, sur Wikipédia. Il y en a un. C'est vrai? Oui. C'est génial, Ouais. c'est génial. Et puis je me posais aussi la question, en fait, vous faites votre spectacle à Châtenay. Oui. Mais c'est lié du coup potentiellement parce que Misak Manouchian a vécu à Châtenay. Vous n'étiez C'est pas au pas courant? vrai. Alors, Il y a même, je crois d'ailleurs, tu nous apprends du coup la Wow. coïncidence assez il extraordinaire. y a même, mais- depuis, je crois, cette année ou l'année dernière, le lycée qui est de Châtenay qui a été renommé Misak Manouchian. c'est pas vrai. Bah, si. Ah, magnifique. Misak et Wow. Méliné, par contre, pour quand même, voilà, le but. C'est incroyable. Pendant très On longtemps, n'était même pas au courant. on s'intéressait C'est qu'à dingue. Misak et puis Méliné était un peu oublié. Et là, ils mettent toujours maintenant les deux ensemble parce que leur combat était un peu indissociable l'un de l'autre. On recrute Mais oui. pour le point culture à la JAF. Hein, si tu veux venir, mais vraiment avec grand plaisir, parce que c'est incroyable. Il a beaucoup de ses lettres qui sont, enfin notamment de ses poèmes quand on lit l'ouvrage qui a été paru après sa mort, c'est notamment daté souvent et il y a le lieu et souvent c'est marqué Châtenay parmi ceux-là. Je savais qu'il a Mais vécu incroyable. dans le 14e. Oui, il a vécu à plein d'endroits. C'était la vie d'un ouvrier. Il a sa plaque là-bas ouais. spécifique. J'ai entendu quelques histoires sur là où il est passé entre Clamart et Meudon chez des familles d'Arméniens pendant la guerre. Mais Châtenay. Mais c'est voilà, un ouvrier arménien des années 20, de la diaspora, un ouvrier immigré. Et bon, il a beaucoup bougé. Il n'était pas très riche non plus, donc il allait là où il y avait du travail et donc il bougeait. Il a pas mal vécu à Châtenay. C'est une très belle référence pour mon discours d'ouverture. Du coup. Voilà. En tout cas, je propose qu'on en parle juste après l'émission en off, parce que malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Mais en tout cas, j'ai envie de dire merci infiniment pour tout ce partage, pour toute cette transmission que vous nous proposez là. Bravo Raphaël pour ce travail que tu fais. Bravo. Bravo à la Troupani, à la JAF pour tout ce que vous faites pour notre culture, pour souder l'arménité, notre jeunesse. Et au-delà. Hein. Et merci beaucoup. On va refinir avec juste quelques petites infos. Donc, à l'Azimut, promesse de la Troupani, Châtenay-Malabry, c'est le 22 novembre à 20h30. Correct. Absolument. Nice, nickel, parfait. Et puis, je voulais aussi mentionner le procès Télérian au pôle culturel d'Alfortville. C'est le vendredi 12 décembre. Ce sera une présentation du procès Télérian, la pièce de théâtre issue des minutes du procès qui s'est tenu le 2 et 3 juin 1921 à Berlin. Donc n'hésitez pas aussi à contacter le 01 43 53 19 90. Je répète 01 43 53 19 90 pour réserver des places auprès de HypeFM. Oui, sponsorized. Et donc n'hésitez pas pour ce théâtre très intéressant qui relie encore l'histoire. Magnifique. Mais les amis, merci beaucoup, merci Noémie, merci Alexis pour tes interventions très pertinentes. Eh bien, j'ai qu'à vous dire à la semaine prochaine, bon appétit, et puis à bientôt. Gros bisous, Patrick. Merci, à bientôt. Au revoir.
FM.